Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ces rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Bernard Gonnet, qui est émailleur. Bonjour Bernard, bienvenue dans Rubis sur Canapé, je suis ravie de vous accueillir. Oui, bonjour. Donc vous vous appelez Bernard Gonnet et vous êtes émailleur. Alors, je vais préciser, je suis émailleur sur métal. D'accord. Parce que, ça peut poser une interrogation si je dis simplement émailleur auprès des gens qui sont un peu au fait de ce que sont les arts du feu. Donc, ils peuvent peut-être penser que c'est émailleur, mais que je fais de la céramique. Pas du tout. Hein. Je suis émailleur sur métal, et principalement émailleur sur cuivre. D'accord, oui, donc vous le faites bien de préciser. Est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est l'émail sur métal? Alors, l'émail sur métal, c'est un des quatre arts du feu, hein, comme je viens de citer la céramique. Donc, les quatre arts du feu, ce sont la céramique, ça c'est les vitraux, le vitrail, et puis le verre. Et l'émail sur métal, ces quatre arts du feu nécessitent l'intervention du feu pour faire fondre le verre, puisqu'on utilise dans ces quatre métiers, on utilise le verre. L'originalité des émaux sur métaux, c'est que quand on utilise une feuille de métal, alors ça peut être divers métaux. Moi, je pratique principalement le cuivre, mais ça pourrait être l'or, l'argent ou le fer, ou parfois on peut aussi utiliser le bronze sous certaines conditions. Donc ma pratique, elle consiste à déposer de l'émail qui est un cristal en fait. Hein, c'est un verre tendre qui est réduit en poudre. D'accord. Ma pratique, elle consiste à déposer cette poudre sur du cuivre et de faire monter en température cette pièce donc de métal recouvert de cuivre, de la faire monter en température dans un four à environ 750-800 degrés pour que l'émail fonde et fasse une pellicule à la fois protectrice et décorative. D'accord, mais donc du coup vous utilisez un four pour faire monter en température et qu'est-ce que vous utilisez d'autre comme outil? Alors effectivement, le four, disons que le four c'est l'outil qui arrive en fin de travail et préalablement, il a fallu déjà intervenir à la fois sur le cuivre et sur l'émail. Moi, mon plaisir, c'est de réaliser les pièces du début à la fin. C'est-à-dire que j'interviens à la fois sur le métal et sur l'émail. Donc les premières opérations sont des interventions sur le métal. Donc ça peut être d'abord rechauffer le cuivre pour le distendre, hein, pour distendre les molécules pour qu'ils deviennent malléables. Et puis ça consiste aussi, il y a différents procédés de travail du métal. Moi j'utilise des marteaux pour faire ce qu'on appelle de la dilandrie, c'est-à-dire le formage des métaux cuivreux au marteau. Et puis j'utilise des ciselets parce que j'ai fait une petite formation de ciselure à l'école Boulle, donc j'ai appris cette technique. J'utilise aussi la gravure et puis différents autres procédés qui permettent de décorer le métal, c'est-à-dire de créer des micro-reliefs sur le métal, des décors qui vont permettre ensuite d'enrichir le travail de l'émail quand on utilise l'émail transparent, ce qui est mon cas. Moi, j'utilise principalement des émaux transparents qui restituent le travail du métal et ces deux éléments, métal et travail du métal, s'enrichissent ensemble, s'enrichissent réciproquement. Donc moi j'utilise donc différents outils et puis d'autres outils comme une sableuse, une polisseuse, enfin tous ces outils-là qui permettent de travailler le métal et ensuite le travail de l'émail, lui, pour ce qui me concerne aussi, mon outil principal c'est un tamis puisque je tamise mon émail. L'émail que j'utilise est comme un sable, la consistance d'un sable, l'apparence d'un sable, et je saupoudre cet émail, cette poudre sur mes plaques de cuivre avec un tamis, c'est un tout petit tamis. Et le tamis, c'est pour du coup centimètre de diamètre, pardon. Le tamis, du coup, c'est pour récupérer que les grains les plus fins. C'est pas pour récupérer les grains les plus fins parce que l'émail que l'on achète, il y a une seule fabrique en France qui s'appelle la Cristallerie de Saint-Paul et on achète l'émail, il a une granulométrie
granulométrie qui est déjà calculée de telle sorte qu'elle puisse passer à travers ce tamis qui est vraiment, dont les mailles sont vraiment très adaptées à la taille des grains. Et non, il reste rien quand je tamise. C'est vraiment pour positionner mes grains d'émail sur certaines surfaces de mon métal. Hein, il ne s'agit pas de trier, si vous voulez, les grains, pas du tout. Hein. Ah ok, vraiment, c'est c'est un outil de dépose. Ok. C'est pas un outil qui permet comme je vous le disais, de trier les grains. Donc ça, c'est mon outil principal. Et puis, on peut également travailler l'émail sous forme humide, c'est-à-dire diluer cette poudre avec de l'eau. Et pour certaines techniques, quand on veut déposer des toutes petites quantités d'émail dans des zones très très précises, à ce moment-là, on utilise des spatules. Hein, on utilise beaucoup du matériel de dentiste, des spatules en inox qui sont très très fines et très très précises. Oui, ce que j'ai oublié de citer comme outil aussi, moi j'utilise dans le travail du métal un laminoir, non pas pour amincir les plaques de métal, mais pour imprimer sur les plaques de métal avec des éléments comme du tissu, des cartons, des grillages, etc., ce qui donne des effets qui sont très 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 intéressants sur le métal. Donc vous imprimez à l'aide du laminoir, mais c'est quoi? C'est de l'encre? C'est comment? Non, pas du tout. Non. Comme je vous le dis, je passe le grillage, je mets mon grillage entre deux feuilles de cuivre, je passe dans le laminoir, et ce grillage s'imprime, ça donne des marques, ça donne des empreintes sur le métal, et ensuite c'est très intéressant parce que l'intensité de la couleur de l'émail, elle est liée à son épaisseur sur le métal. Donc si vous avez un relief sur votre métal, tout de suite vous avez des effets qui jouent puisque vous avez différentes épaisseurs d'émail sur le relief. Donc ça vous souligne votre décor, le décor que vous avez imprimé sur votre métal. Et quand ça joue sur la couleur, ça veut dire qu'elle est moins forte ou plus forte en saturation? On ne va pas parler de saturation, on va parler d'épaisseur de la matière. Plus votre matière est épaisse, je parle des émaux transparents, hein, parce que en émail sur métal, on a trois types d'émaux. On a les émaux transparents qui vont vous redonner qui vont vous restituer ou s'enrichir de la couleur et du travail du métal. Vous avez des émaux qu'on appelle les émaux opales, donc ce sont des émaux qui sont laiteux, qui eux s'enrichissent de la couleur du métal, mais par contre ne laissent pas apparaître le travail. Et puis vous avez les émaux opaques qui eux masquent complètement le métal. On peut travailler finalement peut-être plus en peintre qu'en émailleur parce que vos couleurs vont apparaître très très directement. Je trouve que le travail des émaux opaques se rapproche quand même pas mal du travail du peintre parce qu'on a vraiment des couleurs qui apparaissent très très rapidement et très distinctement, même au niveau de la dépose. Alors que les émaux transparents, par exemple, quand vous les déposez, donc à cru, avant la cuisson, eh bien, vous avez certaines couleurs, vous avez l'aspect de ces poudres avant cuisson qui est complètement différent de la couleur terminale. Par exemple, les rouges transparents ou les roses transparents, eux, ils sont blancs avant cuisson. Ah, c'est rigolo. La plupart d'entre eux sont blancs. Et ensuite, ils vont être rouge rubis, rouge cerise. Il faut avoir l'expérience de ces couleurs à la dépose pour pouvoir savoir comment et quel type de couleur il faut que vous mettiez. Parce que vous avez effectivement plein de couleurs d'émaux transparents qui sont très clairs et qui ne sont avant cuisson pas du tout identiques à la cuisson, à l'aspect final. Vous mettez combien de temps à peu près pour réaliser une pièce? Alors moi je calcule jamais. Je calcule jamais le temps que je mets pour réaliser une pièce. J'ai jamais fait ça. Moi, mon intérêt, c'est de jouer avec les éléments qui sont à ma disposition, le cuivre et l'émail, et puis de prendre le plus de plaisir possible à mener à bien un travail de création, sachant qu'au bout du compte, j'ai le four, parce que on n'a pas parlé précisément du four, mais c'est lui qui va être le juge, hein, c'est-à-dire que vous mettez votre pièce à 800, enfin moi je la mets vers 800 degrés, 850 degrés. Au bout de 3 ou 4 minutes, la pièce est cuite, donc elle sort. Et là, vous voyez le résultat à la fois de ce que le feu a, vous voyez le résultat de l'action du feu, et vous voyez aussi le résultat de vos propres initiatives. Donc moi, je calcule jamais. Quand j'ai l'envie ou l'idée de faire tel type de pièce,
ben, je me mets à faire tel type de pièce et puis j'avance sur ce travail et je vais au bout. Mais quand je suis arrivé au bout de la pièce, j'ai pas mon chronomètre en me disant oh là là, j'ai mis tant Oui, de non, non, temps, c'était juste etc. pour avoir un ordre d'idée pour quand on s'y connaît pas du tout, de savoir, Oui, combien de ah, temps, si c'était oui, plutôt en ben, heures ou en jours ou oui. Disons que ce que je peux dire, pas en vous disant d'une manière précise oui, voilà, c'est ça. le temps passé, simplement imaginez si je vous décris les opérations successives pour réaliser même une pièce petite, admettons une pièce qui fait 20 centimètres par 20 centimètres, Mmh. qui va devenir une coupe, eh bien il faut découper le cuivre dans une grande feuille, ensuite il faut le réchauffer, ensuite il faut le marteler, ensuite il faut le réchauffer une nouvelle fois parce qu'il s'est durci, ensuite il faut le former, ensuite il faut le décaper, ensuite il faut l'émailler une première fois sur la face qui n'est pas la face qui va être la face la plus visible. Ensuite, il faut décaper. Ensuite, il faut que vous fassiez votre décor, mais il faut que vous ayez aussi imaginé votre décor, donc éventuellement constituer un projet sur papier, etc., étudier des livres pour votre projet. Puis ensuite, il faut que vous déposiez votre émail, faire une première cuisson, évaluer si ça vaut le coup de continuer ou pas. Vous voyez, donc il y a toutes ces opérations. Et là, Oui, je vous parle du travail le plus simple. Mais si oui. on arrive, si sur le travail de l'émail, on fait un travail supplémentaire de dépose de fils de cuivre pour faire de l'émail cloisonné par exemple, ou si au préalable on a gravé le métal, donc on a fait un travail de gravure, c'est un travail très long. Donc, vous voyez, il y a toutes ces opérations-là qui s'enchaînent les unes aux autres. Ça peut être un travail qui est très spontané, dont certaines opérations peuvent être très rapides, mais c'est tout un enchaînement d'opérations pour lesquelles il faut apporter le plus de soins possible, parce que si vous avez un tout petit problème qui se pose au départ, vous allez le traîner jusqu'au bout. Hein. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et effectivement, vous avez tout un enchaînement d'opérations qui fait que c'est pas un travail rapide, hein, c'est sûr. Oui. Bon, je peux faire le rapprochement avec un tourneur sur bois. Il va mettre son bloc de bois sur un tour et puis il va tourner son bloc de bois. Il peut peut-être sortir un saladier ou un bol ou dans les 5 minutes. Ah En oui, émail oui, sur métal, on peut pas, c'est pas possible ça. oui. Et puis c'est aussi un travail d'observation. Hein. Enfin, de toute façon, dans tous les métiers d'art, c'est le cas. Mais là, il faut observer et être vigilant à chaque moment, à chaque opération, de façon à s'assurer que l'opération qu'on exécute est bien correcte et on risque pas d'avoir des problèmes si on a oublié quelque chose. D'où est-ce qu'elle vient, cette technique? Qui est-ce qui l'a inventée? Bon, c'est une technique très ancienne. Elle est liée à la découverte de l'émail. Je pense que c'est la Mésopotamie, hein, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années Ah avant oui. Jésus-Christ, où les Mésopotamiens ont découvert les propriétés qu'avait le verre ou les éléments qui étaient constitués avec du verre, ces propriétés qu'avaient ces matériaux de fondre à haute température et de pouvoir tenir, de pouvoir coller. Au départ, c'était sur l'argile, mais bon, ça a été aussi des découvertes sur le métal, principalement sur le cuivre. C'était le cuivre natif, hein, c'est du cuivre qu'on trouvait tanné dans la nature. Donc, je pense que ce sont les Assyriens qui ont découvert ça. Le premier émail sur métal qui est vraiment authentifié comme émail sur métal, Mmh. c'est un pectoral de Toutankhamon en Égypte. C'est très ancien comme technique et cette technique s'est affinée au fil du temps. Petit à petit, elle s'est affinée grâce au talent des émailleurs, au talent des praticiens qui avaient la curiosité, l'imagination, etc. Aussi, elle s'est affinée grâce à la découverte de minéraux et d'oxydes métalliques, parce que ce sont les oxydes qui colorent l'émail. Donc la découverte de ces oxydes liés au verre qui permettaient d'avoir des nuances de plus en plus variées pour en arriver à l'émail qu'on a aujourd'hui. Et disons qu'à partir de la Renaissance, on a vraiment eu des matériaux et des couleurs qui étaient de plus en plus nombreuses et de plus en plus affinées, ce qui a permis d'avoir pièces qui étaient, je ne vais pas dire de plus en plus belles, parce que les pièces qui ont été faites avant étaient magnifiques. Hein, quand on pense aux chasses du Moyen-Âge, des émaux de Limoges du Moyen-Âge, c'est du Xe au XIVe siècle, bon, on a des pièces magnifiques. Mais disons qu'après, à partir du XIVe, XVe siècle, on commence vraiment à avoir des émaux transparents
qui sont très très fins, très très fluides. Ou sur les métaux précieux, ils vont vraiment donner toute la majesté de leur couleur. Et aujourd'hui, alors, c'est dans quel pays où on fait le plus d'émaux? Je ne saurais pas vous dire où on fait le plus d'émaux. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on fait des émaux pratiquement enfin, dans le monde entier. On en fait aux États-Unis, on en fait en Amérique du Sud, mais on en fait beaucoup. On en fait en France, on en fait en Allemagne, on en fait en Espagne, en Italie, dans les pays, les anciens pays du bloc soviétique. Il y avait une grande tradition d'émail qui perdure. Hein, en Mhm. Géorgie, en Russie, en Hongrie. Bon, il y a vraiment je parle pas du Japon, il y a le Japon aussi, vous voyez. Mm. Donc en Australie, il y a de l'émail sur tous les continents en fait. Oui, il n'y a pas un pays qui se distingue plus que les autres. Non, non, non. Mm. Ben, les pays se distinguent du fait les pièces qui sont proposées se distinguent de par la culture des gens qui font ces pièces. C'est-à-dire que si vous regardez les émaux des Géorgiens, par exemple, qui vraiment sont les virtuoses du cloisonné fin, bon ben là on peut très souvent identifier des pièces comme des pièces d'artistes géorgiens parce que quand on les voit on se dit ben oui, ce sont des Géorgiens qui les ont réalisés. Mais bon, en D'accord. Hongrie c'est pareil, leur culture a influencé leur travail de la même façon que même en France, hein, la culture, notre culture nous influence dans notre création. Si je peux aussi parler de l'Espagne, c'est pareil. Hein, il y a une école à Barcelone, on distingue vraiment la culture hispanique des émailleurs de là-bas. Et si jamais, du coup, on a envie de voir des belles pièces d'émail, à votre avis, où est-ce qu'il faut se rendre? Pour avoir une vision des émaux du Moyen-Âge, par exemple, il y a le musée de Cluny à Paris, hein, où là, il y a Mhm. une collection d'émaux chanlevés de Limoges qui sont magnifiques. Mais autrement, il y a une collection de pièces musée des Beaux-Arts de Limoges. Vous allez au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Vous avez également des pièces émaillées. Vous allez au musée des Beaux-Arts de Lyon. Vous avez également quelques pièces des émaux de Limoges ou à Dijon. Je ne peux pas vous citer d'une Oui, manière pas très grave. précise Mm. un lieu qui est entièrement dédié aux émaux sur métaux. D'accord. Il y avait un musée qui était une petite ville des Pays-Bas qui s'appelle Ravenstein. Il y avait un musée privé qui était vraiment dédié à l'émail sur métal et au vitrail. Mais malheureusement, bon, le monsieur a été obligé de le fermer pour diverses raisons. Donc du coup, Oui, c'est maintenant, ce musée dommage. n'existe pas. Mais c'était vraiment un musée très intéressant qui avait à la fois une collection permanente et qui invitait des émailleurs pour faire des expositions personnelles. Donc c'était intéressant. Mais je pense qu'aux États-Unis, il y a des musées qui sont plus particulièrement dédiés aux arts du feu et notamment aux émotions métaux. Parce qu'il y a vraiment, on est étonné Mm. hein, quand on voit aux États-Unis le nombre d'émailleurs. Hein, ils travaillent beaucoup, très souvent sur des bijoux et ils font du travail très très original, du fait notamment qu'ils sont, comme je vous disais, dans les pays comme d'Europe par exemple, Mhm. on est quand même très influencé par nos cultures, alors que les Américains, eux, sont pas influencés par une culture particulière. Donc du coup, ils peuvent parcourir des Mm. champs de création qui sont très 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 originaux. Et souvent, je suis souvent très très admiratif de leur travail de création, notamment au niveau des bijoux. Que vous, c'est quoi votre, vos couleurs un peu de prédilection ou votre style? Moi, je travaille les émaux transparents, hein, donc moi, le Oui. plus simple, c'est d'aller sur mon site internet pour voir le travail que je fais ou sur Instagram. Mais ce qui m'a intéressé quand j'ai commencé à travailler l'émail, j'ai tout de suite été intéressé par les émaux transparents et donc par le travail du métal. Pour moi, Pour une il y a raison particulière ou juste comme pour ça? une raison particulière, c'est que la beauté des émaux transparents sur le métal m'a tout de suite, comment dire, donné de l'émotion. Et puis, bon, il y a aussi le fait que émail, pour moi, ça voulait dire objet de prestige, ça voulait dire objet de luxe, beaux objets. Ce qui a été déterminant, c'est mon goût pour la couleur. Moi, Mm. bon, j'avais déjà un intérêt très très grand pour la peinture.
Donc la couleur, bon, c'est évident que c'est lié à l'émail sur métal. Et ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est que l'émail sur métal, quand l'émail est posé sur le métal, vous avez une pièce qui peut parcourir les siècles. C'est-à-dire Oui, que elle est là, alors que les peintures, c'est pas si évident que ça, ou d'autres objets, des objets en bois, etc., les tissus, les tapis, ou même le verre, bon, c'est des objets qui sont très très sensibles à l'humidité, au choc, etc. Alors que les maillots sur métal, au contraire, c'est une technique je dis pas qu'elle accepte les chocs, mais elle résiste quand même très très bien aux agressions extérieures. oui, c'est une des techniques d'art les plus résistantes au final. Bah, c'est une technique qui est très très résistante. Oui, bon, on peut parler du bronze ou du fer ou de la pierre aussi. Hein. Il y a des émaux celtes, par exemple. Il y a un site archéologique qui s'appelle Bibracte, c'est un village gaulois qui est vers Autun. C'est le village où Jules César a écrit la guerre des Gaules après avoir vaincu les Gaulois, d'émaillage. On a redécouvert des ateliers d'émaillage, et donc à l'époque de César, hein, donc avant Jésus-Christ. Dans ces ateliers, dans les fouilles, on a découvert des émaux. Même en Angleterre, quand les légions romaines ont investi l'Angleterre, ils ont été étonnés de découvrir donc les émaux celtes. Hein. Ces pièces ont vraiment traversé les siècles, on en retrouve encore aujourd'hui. Et comment vous êtes devenu émailleur? Moi, je suis devenu émailleur, je vais pas dire par hasard. Habituellement, quand on veut devenir professionnel d'un métier d'art, c'est pas vous qui choisissez la matière, c'est la matière qui vous choisit. Moi, ça a été un peu le cas. Hein. J'avais peut-être d'une manière inconsciente enregistré tout l'intérêt qu'il y avait à travailler le métal avec le feu, parce que mon père était forgeron, et quand j'étais enfant, moi j'allais taper du fer rougi sur une enclume, hein, quand j'avais 7 ou 8 ans, parce que l'atelier était à côté de la maison. Ça, c'est quelque chose qui m'a sans doute marqué. Et puis, après avoir fait avoir eu beaucoup d'intérêt pour le modelage, le dessin, la photo, etc., l'émail est arrivé comme ça, et j'ai eu l'occasion à la fois de bénéficier d'un matériel qu'une amie m'a donné, et puis de bénéficier de l'expérience d'une autre amie qui faisait des mailles sur métal. Et ça m'a lancé, je suis parti dans le métier comme ça, en essayant d'aller au plus juste du travail, c'est-à-dire en ne me satisfaisant pas de ce qui arrivait comme ça d'emblée, et en essayant toujours de progresser à la fois dans les qualités esthétiques et les qualités techniques des pièces que je réalisais. Oui. Ouais, c'était un peu le destin en fait. Non, non, moi je Ouais. crois pas que Mhm. je crois pas au destin. Je crois que c'est arrivé à un moment, tous ces éléments là, le goût pour Tout le monde n'a pas des amis émailleurs. oui, mais C'est- bien sûr, je suis bien d'accord. Mais je crois que rien n'arrive au hasard. Hein. Qui que ce soit qui se lance dans un métier d'art, il prend les moyens de réaliser son projet. Et là, moi, j'avais envie de faire de l'émail. C'est en rencontrant ou en ayant des relations que j'ai pu bénéficier de ça. Mais si ça n'avait pas été ces deux opportunités, à la fois du matériel et d'enseignement, j'aurais su les saisir ailleurs. Hein, Oui. voilà, disons que ça m'a fait gagner du temps. Comment elles se composent vos journées en général? C'est un peu souvent la même chose ou pas du tout? Ça dépend Non, des non, non, périodes. non, 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 pas du tout. Non, 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 non. J'ai deux grands ateliers. Il y en a un qui est lié à l'émaillage et puis aux réalisations des projets, et puis l'autre qui est lié plus particulièrement au travail du métal et aux cuissons. Mon activité d'émailleur, elle est souvent liée au projet d'exposition que j'ai. Moi, j'ai déjà un vivier de pièces qui est important, qui me permet d'alimenter les expositions. Et puis, qu'il faut que je dise aussi, c'est que je suis associé dans une galerie d'émailleurs contemporains à Limoges. Hein, D'accord. donc, je suis exposé là-bas en permanence. On est plusieurs émailleurs, mais il y a également
deux céramistes, un dinandier, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille le métal, les métaux cuivreux, et puis une jeune japonaise qui fait du verre. Donc j'ai des pièces que j'expose en permanence là-bas, mais disons que en dehors de ce lieu qui me permet d'avoir toujours des pièces exposées, j'ai des expositions. J'essaye de privilégier les expositions personnelles, et quand j'ai une exposition en perspective, je me mets vraiment au travail, c'est-à-dire que je vais dans l'atelier et je commence à développer des idées par rapport à certains types de pièces, et puis j'avance. Après l'exposition, soit je suis présent, soit je ne suis pas présent, mais ensuite, il m'arrive de cesser de travailler pendant de longues durées parce que je suis émailleur, mais en même temps, je suis un passionné de la nature. J'habite en pleine campagne, j'ai un grand jardin, j'ai un grand verger. Je suis quelqu'un qui veut défendre la nature et l'écologie. Donc, tout cet environnement qui bénéficie à ma création. Hein. C'est parce que j'habite ici aussi que je fais un certain type de travail, un certain type de décor dans mon activité. Tout est lié, si vous voulez. Ma vie est un ensemble. Je dis que je ne travaille. Il y a des périodes où je ne travaille pas à l'atelier, mais en étant à l'extérieur et en faisant ce que je fais à l'extérieur, c'est aussi un enrichissement qui va ensuite me bénéficier à mon activité créatrice. Je ne parle pas des informations que je puise en achetant des livres, en regardant des reportages, en allant visiter des expositions ou en discutant avec des amis professionnels. Hein. Si vous voulez, c'est tout un ensemble. Moi, ma vie de professionnel des métiers d'art, elle est faite de tout ça, de tout cet ensemble-là. Et vous êtes un petit peu professeur, non, de temps en temps? Il m'arrive d'enseigner l'émail, effectivement, enfin d'enseigner. Il y a des gens qui viennent dans mon atelier, je leur fais part de mon expérience. Il s'agit maintenant principalement et presque exclusivement de professionnels, soit des professionnels de l'émail, de professionnels qui travaillent dans un métier pour lequel ils souhaiteraient ajouter des connaissances en émail. En général, qu'est-ce que c'est comme type de métier? Alors, il y a des personnes qui viennent de l'horlogerie haut de gamme de Suisse. Ça peut être des gens qui travaillent dans la restauration d'œuvres d'art pour les musées, ou des gens qui ont déjà une pratique de l'émail et qui donnent déjà des cours, mais qui ont envie de se perfectionner. Il n'y a pas beaucoup de bijoutiers au final? Il y en a quelques-uns. Si. C'est pas mes demandes les plus fréquentes. Mais en fait, j'accueille peu de personnes. Hein. J'en accueille deux ou trois personnes par an, parfois personne. D'abord, mon activité, c'est une activité de création. Donc, bien que j'ai très envie de faire de la transmission, hein, à l'âge que c'est très important de le faire. Je ne souhaite pas que ce soit mon activité de transmission soit une activité qui va m'envahir au détriment de mon activité créatrice. Donc, parfois, il y a des années où j'accueille personne. C'est toujours des rencontres. Ça veut dire que les gens qui veulent venir, ils me contactent la plupart du temps par Internet à travers mon site. Je discute beaucoup avec eux pour savoir quelles sont leurs motivations. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec quelqu'un avec lequel j'ai pas d'affinité. Il faut vraiment un échange. Hein. Moi, je bénéficie aussi beaucoup de l'expérience des gens qui viennent dans mon atelier. Parce qu'ils ont eu une vie professionnelle différente. Ils peuvent avoir une approche technique de l'émail qui est différente de la mienne. Et que moi, je peux le prendre à mon compte. Hein. Ça m'arrive, ça. Hein. Des gens qui viennent, je vois, ils ont un geste que je découvre, que je trouve efficace, et je me dis, tiens, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que je vais peut-être pouvoir utiliser pour moi. Hein. Et puis, il y a tous les échanges qui sont liés à la vie des gens. Hein. C'est toujours passionnant de rencontrer d'autres personnes. Et pour vous alors, pour être émailleur, qu'est-ce qu'il faut un peu comme qualité? Il faut prendre de la joie dans le regard des couleurs. Il faut avoir envie peut-être d'essayer par son propre langage créatif, pas de reproduire le monde, mais de faire une petite chanson par rapport à ce qu'on a vu dans le monde. Et sa propre petite chanson, elle peut être à travers l'émail, parce que c'est une technique qui nous plaît, parce que il y a à la fois le dépôt des couleurs, il y a le passage au feu, il y a tous ces événements de transformation qui font qu'on est à la fois responsable et pas
pas entièrement responsable de ça. Donc les qualités, je crois que c'est l'envie, c'est la curiosité, c'est ça. Hein, et c'est peut-être une forme de sensibilité en fait. Oui, voilà. Je vais pas dire la persévérance parce que c'est quelque chose qui est trop réducteur. C'est l'envie d'avancer sur un chemin coloré, sur un chemin où on est en rapport avec des matières qui se transforment. C'est tout ça. Oh, c'est vraiment très beau et poétique. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour nous avoir partagé toute votre expérience et votre enthousiasme envers cette technique qui est peu connue et qui, j'espère, du coup, des gens s'y intéresseront plus parce que c'est vraiment une technique incroyable. Oui, comme je vous le disais, ils peuvent regarder mon site internet, hein, et là où ils verront le travail, ou même aller voir s'ils tapent Mayer, je pense qu'ils vont aller aussi sur la découverte d'autres professionnels du métier. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Rubis sur Canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. Et bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.